Voilà, donc Guénaël, je te laisse la parole là, pour présenter cette partie réutilisation des eaux sur la ville de Dinard et dans le cas d'un arrosage de stade. Merci Joël. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Guénaël Granic. Donc, je travaille chez Veoliao, région Centre-Ouest, la partie développement. Et donc, on va essayer d'illustrer donc une utilisation d'eau usée traitée dans le cadre de la ville de Dinard, qui est d'importance plus modeste que les sujets qui ont été présentés précédemment, mais justement, donc, qui peut présenter justement cet intérêt d'initier la démarche et de montrer donc, que des petits projets peuvent être dupliqués et finalement rendre intéressant donc, la réutilisation d'eau usée traitée dans les stations d'épuration. Alors, s'agissant de Dinard, donc on sait que c'est une station située sur le littoral, donc 10 000 habitants, population permanente, mais 50 000 en été. Les besoins en eau sont naturellement maximaux pendant l'été et il y a également donc, des besoins pour l'arrosage de surfaces municipales. Donc, sachant qu'il y a une problématique globale de disponibilité de la ressource sur le Nord et les Vilaines en été, donc toute récupération semble être la bienvenue. Et puis, donc, en discutant avec les élus, donc, on s'est aperçu qu'il y avait possibilité de réutiliser l'eau de la station d'épuration pour arroser le stade, qui actuellement donc, est arrosé avec de l'eau potable. Alors, on voit que la proximité justement de la station d'épuration et du stade, puisqu'on a simplement 500 mètres de distance entre la station d'épuration et le stade lui-même, donc étant proche de Guénaël, je t'interromps, il te reste 3 minutes, donc il va falloir aller déjà. beaucoup, beaucoup plus vite. D'accord. Donc, slide suivante, Joël. Merci. Donc, la réglementation, donc on peut passer sur cette slide puisqu'elle a déjà été présentée. Slide suivante, si tu veux, Joël. Celle-là, la réglementation montre que donc on a besoin pour un arrosage de stade d'une qualité A, donc c'est-à-dire avec des matières en suspension très faibles, inférieures à 15 mg par litre, une demande en DCO donc inférieure à 60, et puis donc des valeurs bactériologiques faibles également, inférieures à 250 mg par litre, notamment donc pour Escherichia coli. Donc, c'est pour pouvoir utiliser cette eau, donc il faudra avoir une autorisation préfectorale qui devra montrer donc le respect de ces qualités. Slide suivante. Donc, la situation, donc on doit non seulement respecter un certain nombre de critères de qualité d'eau, mais également donc par rapport aux usagers, on devra respecter donc des périodes d'interdiction d'irriguer donc jusqu'à 2 heures avant la réutilisation ou la mise à disposition des usagers. On doit être à 50 mètres au minimum des sites de baignade, d'activité nautique, donc on est dans ce cas-là. Et on n'est pas non plus dans un périmètre rapproché de captage d'eau. Il y a également donc des réglementations liées à la vitesse du vent, inférieure donc à 15 km/h. Et puis, donc, on doit aussi respecter des réglementations liées aux asperceurs, utilisés ici donc en basse pression, mais donc on doit avoir une distance minimale donc supérieure à 2 fois leur portée. Slide suivante. Et donc, l'adéquation entre le besoin et la ressource, donc on a besoin pour le stade de 8 000 m3 par an, de mai à septembre en gros. Les besoins annuels municipaux sont estimés à 57 000, donc on s'aperçoit que c'est quand même significatif cet arrosage. Et on dispose donc d'une station d'épuration donc de 52 000 équivalents habitants, donc qui produisent beaucoup plus que les besoins. Et c'est pour ça donc qu'on va appliquer un traitement complémentaire sur la seule partie de l'effluent destinée à l'arrosage du stade. Et ce traitement, donc limité à 10 m3, sera réalisé via une unité donc conteneurisée donc qui comprendra une filtration sur billes de verre, une désinfection UV, une désinfection au chlore pour avoir un résiduel jusque la mise à disposition. On stockera donc en bâche souple pour avoir la possibilité de surpresser cette eau à 35 m3 ensuite. Alors, on voit également que le traitement réalisé permettra d'utiliser cette eau traitée donc, dans la préparation de réactifs également dans la station
et ainsi diminuer aussi la consommation d'eau potable pour cet aspect. Slide suivante, Noël. Donc l'économie du projet, donc c'est un investissement d'environ 200 000 euros, dont 125 000 pour les aspects traitement, stockage et 65 000 euros de canalisation, plus différents équipements pour mesurer donc, notamment la vitesse du vent, par exemple. Et on a les coûts de fonctionnement donc limités également à 10 000 euros par an pour l'électricité, la désinfection à UV, et qui peuvent entraîner donc, des économies d'eau potable de 28 000 euros par an. Donc, du coup, on a un temps de retour sur investissement tout de même intéressant. Et ce projet donc, fera l'objet d'une subvention de l'Agence de l'eau de 50%. Ce qui a été noté ici, c'est que donc, on joue sur l'économie d'eau potable, puisque donc, et ce serait sinon donc, une eau perdue, puisque rejetée en mer. Donc, globalement, donc quelque chose qui peut permettre d'abaisser un peu la tension sur le milieu naturel. Donc voilà, alors petite contrainte tout de même, c'est que pour obtenir notre arrêté préfectoral, il va falloir donc une période d'analyse de 6 mois en sortie de traitement, donc ce qui suppose qu'on mette en place le traitement avant même d'avoir la certitude de pouvoir l'utiliser pour l'arrosage du stade. Et donc ça suppose donc qu'on arrive à utiliser cette eau pour d'autres usages, alors qui sont non encadrés pour l'instant, comme l'utilisation dans les hydrocureuses ou le nettoyage de voiries, de façon à pouvoir amortir tout de même au moins la partie traitement sur les usages différents de ceux visés par l'arrosage du stade, parce qu'on n'est pas complètement sûr d'obtenir cet arrêté préfectoral. Et ensuite, donc on verra que c'est un projet évolutif. Si on fait la démonstration qu'il est possible d'arroser le premier stade de Dinard, eh bien, il y a la possibilité d'utiliser cette eau aussi pour un centre équestre ou un autre stade, donc des possibilités supplémentaires à terme. Voilà, j'espère ne pas avoir trop dépassé le délai. Merci Gwenaël. On va enchaîner tout de suite avec l'exposé d'Elisabeth Jodin au haut du bassin rennais, donc, qui va nous parler aussi d'un terrain de sport, mais d'une problématique du nettoyage des rues, la récupération des eaux. Et n'hésitez pas à poser des questions par ailleurs, si on a un peu de temps, on enchaînera. Elisabeth, je te laisse la parole. Merci, bonjour. Je suis Elisabeth Jodin, je travaille à la collectivité Haut du bassin rennais. On peut passer à la slide suivante. Encore une. Voilà, merci. Donc, on a déjà parlé pas mal des problèmes d'alimentation hydrique. Je vais faire très vite. Sur le bassin rennais, donc Haut du bassin rennais, c'est la collectivité qui est en charge de la production et de la distribution de l'eau potable sur 59 communes, donc Rennes Métropole et quelques communes limitrophes. C'est à peu près 515 000 habitants, avec une projection d'augmentation de 100 000 habitants d'ici à 2035, donc une augmentation de 20% de la population. On a constaté également aussi une évolution de consommation en hausse, avec cette année une production qui atteint 25 millions de mètres cubes d'eau potable. Donc, je ne vous reparle pas de l'impact du changement climatique, mais globalement, donc à Haut du bassin rennais, on porte depuis plusieurs années un programme d'économie d'eau qui s'appelle le programme Ecodo et qui vise à accompagner en partie les usagers vers des économies d'eau. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, ce programme, pour faire très rapidement, on travaille sur les usines de production avec la restructuration des usines de potabilisation pour améliorer le rendement, un travail sur le renouvellement du réseau pour limiter les pertes sur le réseau et un travail donc sur la maîtrise des consommations auprès des différents usagers, que ce soit les domestiques, les professionnels, les communes et également une sensibilisation des scolaires. Voilà, on peut passer à la suivante. Merci. Donc, je vais vous présenter deux exemples aujourd'hui. Le premier exemple, c'est à la ville de Rennes, donc l'utilisation de l'eau de rinçage des filtres de la piscine pour le nettoyage des rues. Et le deuxième exemple, ça sera l'arrosage du terrain de sport de la commune du Reux avec l'eau de ruissellement d'une ZAC. Merci. Donc, pour savoir, la piscine de Bréquigny à Rennes, c'est 332 000 visiteurs par an, avec 361 jours d'ouverture et une consommation qui est de 46 000 mètres cubes d'eau par an. Donc, l'objectif du projet qui a été mené sur la piscine, c'est de réaliser un gain d'énergie, une économie d'eau potable au sein de la piscine avec l'installation d'un système qui permet d'optimiser le renouvellement de l'eau
pour chaque baigneur et une économie d'eau potable en réutilisant les eaux de rinçage des filtres. Donc, c'est un projet qui a coûté 258 000 € en tout, qui a été subventionné par l'Agence de l'eau à 50%, par Eau du Bassin Rennais à 30% et avec des fonds propres de la ville. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Pour vous expliquer, donc, les filtres de la piscine sont lavés une fois par jour. Il y a plusieurs passages de lavage et il y a un dernier passage de rinçage. Et en fait, c'est l'eau de rinçage des filtres qui est récupérée et qui est envoyée dans une cuve de stockage qui est enterrée à proximité de la piscine. Qu'on voit sur l'image, là, elle est vide, c'était au moment de la construction. Elle fait 100 mètres cubes et cette cuve, elle est également alimentée par les eaux de ruissellement de la toiture de la piscine. Donc, la capacité de récupération, donc, pour le rinçage des filtres, c'est jusqu'à 10 000 m3 par an. Et pour la toiture, c'est jusqu'à 2 000 m3 par an. L'eau qui est donc stockée dans cette cuve, elle est ensuite pompée via une borne de puisage et utilisée par les balayeuses laveuses de la ville de Rennes pour laver les voiries. Slide suivante. Donc, les volumes d'eau qui sont ainsi valorisés, sur la piscine de Bréquigny, on atteint 500 à 1000 m3 d'eau par an. Vous pouvez constater que c'est beaucoup moins que ce qui était prévu initialement dans le projet parce qu'on rencontre, il faut le dire, je pense, des difficultés techniques, notamment liées à la borne qui est en limite de voirie et qui a été vandalisée ou qui a été inaccessible pour les travaux de voirie. Il y a eu aussi des problèmes de gestion des filtres qui se sont pas mal encrassés, donc la borne a été longtemps inaccessible et les agents de la ville ont perdu l'habitude en fait de venir à la borne pour se recharger, mais c'est quelque chose qui revient progressivement. Et pour information, il y a le même dispositif à la piscine Saint-Georges, où là, on récupère 10 mètres cubes d'eau de rinçage des filtres tous les jours, qui sont utilisés tous les jours par les balayeuses du centre-ville, les laveuses du centre-ville, pardon. Et donc, la cuve est vide à midi tous les jours. Et enfin, donc, il y a une dernière borne qui permet de récupérer des eaux de rinçage des filtres, mais cette fois-ci de l'usine de potabilisation de Villejean, au nord de Rennes. Et cette eau est également utilisée par les laveuses de la ville. Et là, le potentiel de récupération est de 1200 m3 par an. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, le deuxième exemple, c'est l'Heureux. Alors, l'arrosage du terrain de sport avec l'eau de ruissellement. Donc là, on n'est pas vraiment dans la réhute, c'est plutôt la valorisation de l'eau de ruissellement d'une ZAC que je vous présente quand même aujourd'hui, puisque dans la création des ZAC, en fait, c'est quelque chose qui doit se penser bien en amont. Et puis, on a vu dans la présentation précédente qu'un terrain de sport consomme énormément d'eau pour l'arrosage. Donc, c'est quelque chose qui peut se réfléchir assez aisément, mais bien en amont du projet de la ZAC. Diapo suivant, merci. Donc, le projet, vous l'aurez compris, c'est de récupérer les eaux de ruissellement d'une zone d'aménagement concerté à proximité d'un terrain de sport, de la cheminer jusqu'au terrain de sport et puis d'arroser le terrain de sport avec cette eau. L'objectif de la commune, donc c'était vraiment une concertation élus et services, c'est de ne plus utiliser d'eau potable pour arroser les terrains de sport, pour économiser la ressource en eau, diminuer également les dépenses de fonctionnement communal en ne payant plus l'eau potable, et puis s'inscrire dans une politique durable et cohérente. Donc c'est un projet qui a coûté 62 000 €, qui a été subventionné par l'Agence de l'eau à hauteur de presque 30 000 €, par la collectivité Eau du Bassin Rennais à hauteur de 15 000 €, puis sur les fonds propres de la commune. Diapo suivant, merci. Donc là, vous voyez une photo du bassin de tampon qui récupère les eaux de ruissellement, qui a une capacité de récupération de 5 000 m3 par an. Cette eau, elle est envoyée, donc le bassin, il est à 500 mètres du terrain. L'eau, elle est envoyée dans une cuve tampon qui fait 100 m3, qui est enterrée. Et cette cuve est reliée au réseau d'arrosage qui était déjà existant et elle permet l'arrosage du terrain de sport. Et donc, ça permet d'économiser 3 500 m3 par an. Voilà. Donc, c'est un système qui a très bien fonctionné dès son installation et qui fonctionne encore aujourd'hui très, très bien. Diapo suivant, merci. Et donc, vous avez vu que la collectivité Eau du Bassin Rennais a subventionné ces projets à travers le programme Ecodo, donc qui est porté par la collectivité. Il y a un fonds de subvention qui est mis à disposition des professionnels et des collectivités qui ont des projets en faveur des économies d'eau, et on accompagne donc ces projets à différents taux. Une étude est accompagnée à 40%, des travaux sont accompagnés à 30%.
Le fonds disponible est de 270 000 € par an, pour l'instant sur 3 ans. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Voilà, alors quelques questions. On demande un petit peu, on parle des aspects réglementaires. Oui. On demande si les arrosages manuels réalisés par un agent via un tuyau souple sont-ils autorisés et sur quelle réglementation est basée finalement cette réutilisation? Là, on parlait bien évidemment du lavage des voiries. En fait, le lavage des voiries, c'est un usage qui est non encadré pour la réutilisation des eaux usées traitées. Et dans le cas présent, donc, qui a été présenté, il faut savoir que l'entité qui fournit l'eau de rinçage des filtres et les laveuses, c'est la même, c'est la ville de Rennes. Et donc, quelque part, on va dire que c'est une histoire de famille et que les usagers sont tous les mêmes et on risque moins d'avoir en fait des conflits et des litiges sur la qualité de l'eau. Après, c'est vraiment l'eau de rinçage des filtres qui est utilisée, c'est pas l'eau de lavage. J'insiste là-dessus parce que c'est une eau qui est vraiment très très claire, qui est quasi propre et donc le risque est vraiment minime. J'ajouterais concernant la réglementation, donc on peut se baser donc sur l'instruction du 26 avril 2016 qui prévoit donc que pour les eaux utilisées pour le lavage des voiries, ils ne sont pas encadrés donc par la réglementation, mais relèvent donc d'une maîtrise des risques par l'exploitant et des obligations de protection des travailleurs fixées par le Code du travail. Donc dès l'instant où on obtient donc l'aval finalement des utilisateurs, donc ces eaux peuvent être utilisées. Et du coup, je pense que l'utilisation d'un tuyau d'arrosage simple peut rentrer dans ce cadre-là, même si ce n'est pas exactement la même utilisation. Une question sur la communication qui a été faite par Eau du Bassin Rennais sur ces éléments-là. On ne communique pas beaucoup, on doit le dire, sur ces sujets-là. En fait, par contre, sur les balayeuses, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une photo d'une balayeuse. La balayeuse, elle a un petit autocollant pour dire qu'elle utilise de l'eau recyclée. Alors, ouais, on ne voit pas très bien, j'avais une autre photo peut-être. On voit, il y a un macaron en fait sur la balayeuse qui dit que c'est de l'eau recyclée. Et au niveau de la borne de puisage, il y a un panneau qui explique que c'est l'eau de rinçage des fils qui est utilisée pour laver la voirie. Alors, si vous voulez mieux voir en fait tout le dispositif, il y a un petit lien là dans la présentation avec un film qui présente plus précisément le dispositif. Et une dernière question sur le fonds Ecodo, là, qui est peut-être quelque chose d'original. Qu'est-ce qui a poussé à le mettre en place et à quoi on aboutit? En fait, le but du fonds, c'est vraiment d'être incitatif parce que on l'a vu, en fait, la viabilité économique des projets, elle est très importante. Et souvent, les projets de réutilisation d'eau usée traitée, ils sont assez onéreux par rapport au coût de l'eau potable, d'alimentation en eau potable classique. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'inciter à la réalisation de ces projets en apportant une aide pour que la charge économique soit moins importante pour le professionnel. Une dernière question qui arrive là. Faites-vous des contrôles bactériaux sur ces eaux destinées au lavage de voiries ou à l'arrosage des stades? Alors, concernant l'arrosage des stades, dès l'instant où ça fait l'objet d'une autorisation préfectorale, donc il y a obligation de mettre en place un suivi très poussé donc, pour vérifier que l'eau d'arrosage correspond aux qualités donc, attendues par la réglementation, donc à la fois des analyses physico-chimiques et bactériologiques. Concernant la voirie, je laisse Madame… Oui. Alors, concernant l'eau de rinçage des filtres qui est envoyée sur la voirie, en fait, l'eau de piscine est très contrôlée. Elle est très vérifiée. Donc, l'eau qui sort de la cuve, effectivement, elle n'est pas contrôlée, mais elle a été contrôlée en amont, juste avant, dans la piscine. Très bien, merci. Donc, je vais revenir à l'intervention de Muriel Mévélec parce que je crois qu'elle est connectée. Si elle peut brancher sa… Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, voilà, très bien. Donc, je vais vous laisser… j'étais coincée. Voilà, je vais vous laisser présenter quelque chose d'un petit peu original puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Finalement, c'est de lier le potentiel de développement et les besoins. Donc, l'étude et ce qui a été mis en place par Régis dans ce domaine.
Très bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation pour cette journée technique. Donc effectivement, ce qu'on a voulu présenter dans le cadre de cet atelier, c'est une étude qu'on a réalisée pour un exploitant qui est Suez, pour identifier par département les projets de réutilisation d'eau des stations d'épuration qui pouvaient être les plus pertinents à développer. Donc pour cela, pour l'étude, on a produit différentes choses et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'outil SIG qui permet de lier du coup les stations d'épuration à un usager potentiel le plus proche, puisqu'on va parler également de distance par rapport aux usages. Donc, diapositive suivante. Au niveau de la méthodologie de l'étude, on a tout d'abord défini les usages qui pouvaient être envisagés sur la réutilisation d'eau. Donc ça a déjà été évoqué sur les présentations précédentes, mais on a parlé on a identifié l'irrigation agricole, les recharges de milieu, le nettoyage et le curage de réseaux, et puis également tout ce qui est usage industriel, prélèvement pour l'irrigation et également la production indirecte d'eau potable. Diapositive suivante. Et donc pour monter cet outil, il a fallu collecter les données qui ont été de multiples sources, mais toutes publiques. Donc la liste effectivement des stations d'épuration qui permet d'identifier leur capacité, leur type de traitement et les débits envisagés. Toutes les données liées au stage sur les qualités de masse d'eau, les prélèvements d'eau potable, l'irrigation et l'industrie. Donc, on a pu localiser notamment sur les prélèvements d'eau sur l'irrigation et l'industrie, donc localiser directement ces prélèvements et également les identifier par le volume d'eau qui est prélevé et qui est déclaré. On a recensé les données sur les golfs, donc pareil sur leur localisation, mais également quelle était leur source d'alimentation en eau. Et sur ces couches de SIG, on a pu déterminer également les zones sensibles et les zones de stress hydrique qui ont été identifiées sur les cartes. Diapositive suivante. Et à partir de ces données, pour évaluer le potentiel d'une station d'épuration, on a créé un algorithme qui permet de visualiser directement les projets à haut potentiel. Donc, ce qu'on a identifié, c'est déjà la capacité en eau. Donc, on a converti les capacités en eau en mètres cubes par an, le type de process qui est nécessaire, et puis on a identifié une distance au consommateur potentiel le plus proche, permettant notamment de garantir une rentabilité économique du projet. Et on l'a évalué également dans le contexte environnemental et hydrique du territoire, puisque cet outil permettra vraiment d'être spécifique à un territoire. Donc, diapositive suivante, on va directement passer à la cartographie. Donc là, vous avez une cartographie donc, par département où sont localisés. Vous avez, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais sur la gauche, l'identification. Ici, on a choisi de représenter les golfs qui ont, suivant leurs besoins en eau. On a représenté les stations d'épuration suivant également du coup leur taille. Donc la pastille est d'autant plus grosse que la station a une capacité plus importante. Et si on descend un peu plus pour voir le bas de la légende, donc on voit que chaque en fait pastille de station d'épuration comporte deux côtés. Un côté à droite où on identifie si la station d'épuration est, on a exprimé en favorable, moyennement favorable par rapport à sa proximité à un golfe.
Et donc ça c'est en bleuté, et tout ce qui est en rouge, c'est par rapport à des prélèvements d'eau qui sont matérialisés par des petits triangles roses. Donc cet outil, ça permet, et sur le fond de carte, on a la sensibilité par rapport au stress hydrique. Donc, par exemple, là, c'est un exemple sur un département, pour identifier les stations d'épuration, donc celles qui sont les plus bleues et les plus rouges ont un critère plus favorable pour la réutilisation de leur eau. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans la diapositive suivante. On voit un petit peu moins la carte. Voilà, donc on a effectivement localisé les stations et les critères d'opportunité selon la distance du site par rapport aux ouvrages. Donc, c'est un outil, voilà, de visualisation et d'identification à une plus large échelle des différentes possibilités, sachant que du coup, l'outil SIG est alimenté suivant différents usages et peut être utilisé et avoir des représentations différentes suivant les usages qu'on veut tester. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que du coup l'outil là, il avait été testé sur la région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et donc là maintenant l'ensemble des régions sont possibles pour identification dans ce logiciel donc développé par Egis. Juste une question, est-ce que Oui. finalement il y a des débouchés concrets là que vous avez pu voir mettre en œuvre, ou est-ce que c'est encore un petit peu au stade expérimental? L'objet de l'étude, c'était de monter cet outil et de sortir les cartes par département. Bon, ça a été développé pour un exploitant, et on a bien vu à travers les présentations précédentes qu'après, ça nécessite effectivement des études approfondies et le chemin est long jusqu'à l'aboutissement des projets, mais sur effectivement les stations où a été évalué un haut potentiel de réutilisation des eaux, des études plus approfondies sont en cours. Très bien, merci. On va passer à notre dernière intervention. Donc, la société Nereus, qui est déjà intervenue tout à l'heure. Monsieur Trouvé, vous êtes là? Je ne l'entends pas. Le micro est coupé. Monsieur Trouvé, il faut ouvrir votre micro pour qu'on vous entende. Alors, problème technique. Et on n'a pas la main pour lui ouvrir son micro. En attendant qu'il se raccorde, si on peut l'avoir, je voulais juste insister, et on va pouvoir glisser sur la 4e diapositive de Nereus, là, si vous voulez bien. Voilà, avant, voilà, il y a quelque chose d'assez particulier là, c'est ce retour d'expérience en Europe. Vous voyez qu'il y a des pays où on est quand même très largement en avance par rapport à nous. Je ne sais pas si c'est l'objectif qu'on aura, puisque à Anvers, il a été mis en place un recyclage des eaux grises en eau potable, et qu'on est très loin de la réglementation actuelle qui, chez nous, qui, on l'a vu, ne rejoint pas la réglementation européenne. Donc, je ne sais pas s'il faudra aller jusque-là, mais c'est quand même quelque chose de très particulier. Et c'est un peu dommage que M. Trouvé ne soit pas là. Il aurait pu nous détailler un petit peu tout ça et ses résultats. Si la technique peut me préciser s'il est encore là, s'il est là, ou sinon, bien, on va terminer notre session et attendre la mise en commun. Alors, je vais prendre la parole. J'ai Monsieur Trouvé au téléphone qui me dit qu'il nous entend très bien, qu'il est connecté, mais qu'il n'arrive pas à prendre la main. Je vais essayer
Est-ce que si je vous mets en haut-parleur, vous entendez? Essayez de parler. Oui, bonjour à tous, c'est Emmanuel Trouvé, Reus. Est-ce que ça Bon. fonctionne? Alors, c'est pas très bon, mais on va pouvoir essayer. Donc, écoutez, je vais peut-être vous peut-être passer la première donc partie. sur la diapositive numéro 2. Alors, on va peut-être passer cette partie-là compte tenu du temps qu'on a perdu. Et est-ce que vous pouvez insister à partir de la partie recyclage des eaux grises en eau potable? D'accord. Donc, sur le retour d'expérience en Europe, ce qui est important, c'est qu'on travaille avec la régie municipale des eaux d'Anvers, Waterlink. Il faut savoir qu'ils subissent un effet ciseau avec des sans malgré tous les efforts d'économie à la source, des ressources en eau fraîche stagnantes ou de plus en plus difficiles à renouveler. Et donc Waterlink a décidé qu'il fallait produire de l'eau qui répond à la norme eau potable, bien entendu sans délivrer cette eau à d'autres usages que ceux qui sont autorisés, mais dont la liste augmente très très régulièrement. La cible eau potable leur permet permet à tous les usagers finalement qui sont déjà calés sur cette qualité d'eau de pouvoir l'employer sans difficulté. Dans cette expérience qui se passe à Public Plane, on délivre de l'eau réellement à des usagers qui font partie d'un petit écoquartier. Voir les enjeux qui ont été rencontrés au niveau des analyses dans ce retour d'expérience. C'est la diapo suivante, qui présente retour analytique. Ce qu'on voit, c'est qu'avec des étages de disques céramiques de nanofiltration et d'osmose inverse, on atteint les paramètres et on a un seul paramètre en rouge sur lequel on a eu des surprises, et je le mets bien volontairement en avant ici, c'est sur l'ammonium où pour atteindre les 0,5, on voit qu'on a eu des valeurs un peu plus élevées. Alors on était surpris parce que c'était un peu plus élevé que les valeurs dans l'eau brute, donc on a enclenché un peu des recherches là-dessus, et on sait que ça veut dire qu'il faut une maîtrise parfaite de l'ensemble des circuits, et aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait d'arrivée d'ammonium venant d'eau qui ne sont pas des eaux grises dans le recyclage. Mais sinon, on voit sur d'autres analyses qui sont sur la droite que côté bactériologique, y compris du côté viral, on a obtenu les valeurs qu'il fallait stabiliser et obtenir, donc pour avoir une confiance dans l'eau qu'on produit. Pour moi, il y a un autre enjeu qui est à ne pas oublier, c'est que comment on fait le stockage et ensuite la redistribution de ces eaux recyclées de haute qualité. Et il faut appliquer le savoir-faire des réservoirs et des circuits eau potable qui est bien en place et bien aussi réglementé. Je propose d'aller juste à la toute dernière diapositive pour rattraper le temps, pour lister les opérations qui sont en cours avec des équipements ou en projet. Phase finale, on a deux approches. Une approche, on appelle Rocinov, où on est directement en production sans traitement biologique, et une approche Neostep où on se renforce avec le traitement biologique, et on fait actuellement la comparaison entre les deux approches. S'agissant du traitement biologique, évidemment, on a un enjeu d'avoir un traitement robuste vu la taille la petite taille des
installations. Et on est sur ces 6 projets, on se cale sur notamment les textes et les normes émergentes pour organiser le recyclage des eaux grises vers une qualité que nous on veut maximale, c'est-à-dire eau potable. Juste 2 questions pour terminer. Je suppose que la réglementation le permettait à Anvers. Et qu'en est-il de l'acceptabilité par la population? Alors, il y a dans l'équipe du projet Interreg une partie sociologie pour justement étudier les différentes réactions des usagers, des utilisateurs qui sont informés parce que vous avez vu que le conteneur est transparent, c'est-à-dire quand ils arrivent à l'entrée de l'écoquartier, ils peuvent d'abord voir et être informés et voir comment est préparée l'eau. Et donc, ça va être un des résultats de l'étude de décrire la partie de ceux qui ont une très grande acceptabilité. On va retrouver soit des jeunes en âge, soit des jeunes d'esprit, et si je caricature un petit peu. Et puis, on va à l'autre extrême retrouver quelques réactions de distance et de rejet, même pas toucher le verre qui contient le recyclé, par exemple. Mais ça se révèle être beaucoup plus minoritaire quand il ne s'agit pas de boire l'eau, quand il s'agit de l'utiliser pour les différents usages autres que la boisson et la salle de bain. Et vous confirmez que c'est une eau qui est distribuée au robinet? Dans la réglementation européenne, on ne peut pas distribuer une telle eau au robinet. Hein, donc, non, je confirme que ce que Waterlink a voulu obtenir, c'est une eau qui répond à la même norme que celle qui distribue, à la même qualité que celle qui distribue au robinet. Et pour l'instant, les 2 usages nobles, salle de bain et cuisine, ne sont pas encore autorisés à partir de cette ressource. Donc c'est un des enjeux de l'évolution de la réglementation, c'est petit à petit de sécuriser la production d'eau de la même qualité que l'eau potable pour qu'elle puisse justement rentrer dans des usages plus nobles. Mais le fait qu'une régie d'une ville importante comme Anvers se prépare à ça, c'est, je pense, le message que vous passiez au début de votre intervention. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, notre session collectivité se termine. Et comme vous le voyez, pour ceux qui assistent, dans 15 secondes, vous allez être basculé pour la conclusion finale. Merci à tous. Merci. Ça y est, nous sommes normalement tous revenus en plénière. Très bien. Bon, je vais reprendre donc du coup la parole pour vous remercier. En fait, moi j'excuse déjà, il y avait quelques petits loupés, problèmes de connexion, etc. Mais ça, c'est la vie, surtout sur le web. J'ai noté qu'il y avait beaucoup d'actions et d'expérimentations qui sont lancées par les uns les autres. On est de plus en plus nombreux à se préoccuper de cette problématique de réutilisation des eaux. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait effectivement plutôt partir sur les démarches prospectives et pas simplement au coup par coup une fois qu'on est dans le mur. La notion de sociétal, mais ça, c'est hyper important, puisque de toute façon, l'acceptabilité sociétale, surtout sur cette composante de réutilisation des eaux, est majeure. J'ai noté aussi, bon, aujourd'hui, on le sait bien, tous ces projets de réutilisation des eaux passent fortement pour pouvoir passer, notamment au niveau des textes, c'est par le biais de l'expérimentation aujourd'hui.
Mais demain, ça sera, j'espère, par rapport uniquement à des projets mis en place. Et donc, j'espère, moi, voir la composante réutilisation des eaux prendre un essor important dans les années à venir. Et en dehors, en plus, de la partie purement agricole qui aujourd'hui a été, entre guillemets, validée par l'Europe. Je rappellerai simplement que le sujet de la réutilisation des eaux usées, c'est le fil rouge du GTO de B2E, ce qui explique aussi pourquoi nous avons voulu organiser cette journée technique au départ, comme je le disais tout à l'heure, et donc le webinaire maintenant. Donc, moi, je voulais surtout remercier la totalité des animateurs, des intervenants pour la qualité, puis pour leur disponibilité. Et puis, je voulais aussi vous remercier tous, tous les connectés, pour l'attention que vous avez apportée à ce webinaire et puis à votre participation aussi par rapport aux questions que vous avez été amenés à